Notre invitée cette semaine, Agnès Maltais. Agnès Maltais, bonjour, bienvenue à Mémoire. Bonjour, bonjour. Revenons à votre arrivée au Conseil des Oui. ministres, puisque vous êtes nommée ministre. Vous vous retrouvez face à des femmes comme Pauline Marois, Louise Arel. Qu'est-ce que vous avez ressenti en arrivant là, en Euh, face d'elle? D'abord, j'étais une petite poulette Mhm. impressionnée d'être Écoutez, je me retrouve à côté de Pauline Marois, je me retrouve à côté de Louise Arel. Ce sont des géantes de la politique Mhm. québécoise des dernières années, des 30 ans. En fait, il y a tellement peu de géantes, Oui. hein? Claire Casgrain, Mhm. Lise Lise Bacon, ces Bacon. femmes-là, tu Mhm. sais, c'était les premières qui nous ont Premier montré qu'on modèle. pouvait Mhm. atteindre des niveaux pour le cercle du pouvoir le plus efficace, le plus restreint. Alors, j'étais très impressionnée. Par contre, comme j'avais fait beaucoup de politique, mais plus militante, je ne les connaissais pas beaucoup. Moi, mon engagement, OK. il était social et politique, mais pas nécessairement beaucoup dans le Parti québécois. Oui, d'accord. Alors, et là, j'étais devant des gens qui étaient ensemble depuis 20 ans. Quelles étaient les relations entre toutes ces personnes-là? Il y avait des personnes qui étaient Mhm. Jacques Léonard, Guy Chevrette, bon, qui là-dedans avait du pouvoir? Quels étaient les inimitiés? Quelles étaient les amitiés? Ouf! Ouais, Ça, c'était une un plongée. Je pense que ça m'a apprentissage. pris tout un apprentissage. Je pense que ça m'a pris au moins 1 an à 2 ans avant d'être vraiment là, Ouais. en mesure de comprendre les alliances et les jeux de pouvoir là-dedans, Et là, on parle à l'intérieur du même parti. à l'intérieur du même parti. Mais je tiens à dire, les Pauline Marois, les Louise Arel ont toujours été, heu, des espèces de mentors auprès des femmes ministres. Mais il y Des a des guides. moments, mais c'est de comprendre quels étaient les enjeux. Pourquoi telle phrase de telle personne, de tel ministre par rapport à tel autre, puis la réaction si virulente, tu fais: «Oh, il y a plus que le sujet qui est Mhm. il est sur la table». Mhm. C'est sûr, les gens, dans un bureau, là, quand Eh ça fait oui, 20 ans que vous travaillez ensemble, il y a tout à fait. mais quand il s'agissait par exemple, de prendre un dossier en commun, je pense au service de garde qui se discutait, l'égalité, salariale à l'époque, ben là, les rangs se resserraient, là. Mhm. Est-ce qu'elles vous ont guidée d'une certaine façon en tant que femme politique? Est-ce qu'elles vous ont comme expliqué, rassuré? Parce que c'était aussi une découverte pour vous, là, c'est un monde d'hommes là, quand vous arrivez là. Rassurés, rassurés. Mais je pense que rendu à ce niveau-là, elles te font confiance. Mhm. Elles te font confiance. Heu, En politique, c'est étonnant comment les alliances se font autour des sujets Mhm. et rapidement, ben, les sujets comme, la culture, le féminisme, les droits, ça rassemble rapidement, c'est là que les discussions se faisaient. La souveraineté, évidemment, parce que Mhm. on était toutes là pour faire un pays. On se bat encore d'ailleurs, ces femmes-là, pour ça. Donc, Mhm. tous Mhm. ces sujets-là, immédiatement, nous rassemblaient, nous amenaient. Mais c'est normal en politique. Il pouvait y avoir des discussions, par exemple, entre la métropole et la capitale nationale sur certains sujets qui faisaient qu'on était obligé de se parler. Mhm. Quelle est la première impression que vous avez eue quand vous êtes rentrée à l'Assemblée nationale? Je dirais, c'est pas tant impressionné que consciente de la responsabilité que j'avais maintenant. Il y a que 125 personnes, seulement 125 personnes au Québec, qui à chaque année ont les droits de mettre les pieds dans cette salle-là et d'y prendre la parole. Et d'y prendre la parole. Bon, il y a des pages, il y a des gens qui nous aident, le secrétaire général. Mais nous, on a cette responsabilité et ce pouvoir de prise de parole. Or, c'est encore, moi, j'ai souvent dit, c'est ce qui remplace les armes, fort heureusement. On ne se fait pas la guerre ici. On débat, on discute, on échange, on s'engueule, mais c'est comme ça Mhm. qu'on fait avancer les choses, qu'on défend notre territoire, qui peut être notre territoire mental.
notre territoire de valeurs, notre territoire de société, comment on la veut, comment on la voit. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Moi, chaque fois, je vous jure, là, à chaque fois que je me suis levée à l'Assemblée nationale, je savais qu'il y avait des gens qui pouvaient écouter et que c'était important. Tu peux convaincre. J'ai déjà dit, il y a un député une fois qui se plaignait devant moi, il disait: «Ouais, mais en tant que commission parlementaire, c'est pas important, il y a personne qui écoute». Je dis: «Attends». Je suis allée à mon bureau, puis j'ai regardé combien de gens écoutaient le canal de l'Assemblée nationale même dans la nuit. Puis là, cette fois-là, là, je suis tombée sur genre 1 800 personnes. Puis là, je suis revenue, j'ai montré ça. J'ai dit: «Combien de fois par année tu parles à 1 800 personnes, toi? Combien de fois par année tu as la chance de convaincre 800 personnes de ton point de vue? 1 800 personnes. Fait j'ai dit 200-300, tu es content d'habitude, hein, dans ton comté, c'est une grosse soirée, hein? Ben là, pense-y la prochaine fois que tu prendras la parole en commission parlementaire. C'est incroyable, le pouvoir que nous avons de convaincre. C'est une responsabilité. Puis ça, moi, ça m'a frappé en rentrant. Vous dites, vous n'avez jamais eu peur de pouvoir, là, je dirais pas du pouvoir, mais de pouvoir. Donc jamais rien ne vous a est-ce que quelque chose vous a fait peur à un moment donné, ou de vous-même que vous avez découvert en tant que député ou dans oui? Quelque chose qui m'a fait peur, le mot peur est un grand mot, Mmh. mais je pense que constamment, il faut avoir la crainte d'oublier ses valeurs. Mmh. Je pense qu'il y a des fois où j'ai pu frôler ça. OK? Puis il faut toujours que tu t'interroges. Est-ce que ça correspond encore à ce que je veux, ce que je voulais, ce que je suis, euh, ce que mes citoyens attendent de moi comme représentation? Des fois, il faut faire des choix difficiles. Tu te fais pas d'amis en politique. Tu perds des amis. Mmh. Tu perds des amis. Ah, il vaut mieux en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avant, non, il faut avoir un petit cercle. Oui. Un cercle qui te fait confiance, c'est Mmh. important. Un Mmh. cercle que tu vas revoir puis qui vont continuer à être près de toi. J'ai eu cette chance-là. Il faut dire que moi, vous savez, les députés disent, on fait des grosses, ils font des grosses semaines, là. J'ai fait des, Oui. tu sais, avec les allers-retours Québec, Montréal, Abitibi, la Côte-Nord, tout ça, puis ton comté, moi j'avais un comté très chargé, là. Tachereau, c'est un comté où il y a beaucoup, beaucoup d'organismes communautaires, beaucoup de clubs sociaux, beaucoup de demandes. Je gardais toujours mon samedi soir. C'est très rare que j'ai touché à mon samedi soir parce que je disais: «Il faut que les gens que j'aime ou qui m'aiment encore on puisse se donner un moment de rendez-vous, puissent savoir que je suis disponible». Fait que je gardais Mmh. mes samedis soirs, Mmh. ce qui est je pense c'est plus possible aujourd'hui. Les gens sont un peu moins exigeants peut-être envers les députés. Ils comprennent qu'ils ont besoin d'une vie privée. Il était temps, hein, que ça change. Oui, il était temps que ça change. Mais je pense que l'arrivée des femmes en politique, ça aide. Oui, vous Ça a pensez? beaucoup changé les mœurs. Ah Mmh. oui, oui, les horaires ont changé. C'est fini jusqu'à 2 heures du matin. Jean Rochon, qui est l'ancien ministre de la Santé, me disait qu'il avait siégé jusqu'à 6 heures du matin, puis le lendemain matin, il fallait qu'il prenne des décisions. Ça n'a pas de bon sens, là. C'était fou, cette histoire-là. Donc, l'arrivée des femmes, elles ont exigé de meilleurs horaires. Puis elles avaient raison, et c'est bon, c'est sain pour la nation. Mmh. Mm. Tout le monde en a Tout profité. le monde en a Mmh. profité. Qu'est-ce qui vous a tenu, le plus à cœur et que vous retenez de votre passage à la culture? Quelques, quelques moments, la création de l'Observatoire de la culture et des communications. Quand j'étais présidente du Conseil de la culture des régions de Québec, Chaudière-Appalaches, mon conseil avait été le premier à présenter l'état économique de la culture dans la capitale nationale. J'avais fait une grosse conférence de presse, c'était peut-être 2 ans avant d'être élue, là, où on avait présenté que la culture, c'était économiquement 1 milliard de dollars dans la capitale nationale. Mmh. Tout le monde avait été surpris. Personne n'avait une idée que la culture avait une telle ampleur. Il faut dire qu'ici, les gens viennent visiter Québec pour son patrimoine. Il y a dans des universités, il y a des cours, il y a les médias, les communications et tout ça. C'était 1 milliard de dollars. Donc, j'ai vu l'impact de ça. Puis j'ai su qu'il fallait chiffrer la culture. Et il fallait, pour convaincre. Puis pour que les gens, entre eux, puissent sentir les tendances, il faut que les gens qui œuvrent dans le domaine culturel sachent Mmh. quel est quels sont les grands mouvements, quelles sont les choses. Est-ce que les gens viennent, par quel âge les gens viennent au théâtre, viennent au cinéma, dans quel argent on met
combien d'argent on met dans la production, tout ça. Alors, il y avait beaucoup de résistance à l'époque aux échanges d'informations dans le domaine culturel. Ah Parce oui. que, ah oui, pourquoi je te dirais combien il y a de monde dans ma salle, ça me menace, puis tout d'un coup, j'en ai moins que Ah toi, puis oui. que tu es plus puissant, puis combien se donne de billets de faveur, alors qu'on sait il y a des spectacles où il faut donner beaucoup de billets de faveur au début pour Oui, attirer, pour oui, mettre de oui. l c'est comme une pompe, il faut mettre de l'eau dans la Ouais. pompe pour partir le boulet. Bon, Ouais, ben ça manquait de vision macro un peu ouais, sur, tout à le fait. secteur. Alors, avec les ministères sont intelligents. Les fonctionnaires avaient observé ce qui était mes dadas avant même que j'arrive, parce qu'ils prennent le cahier de charge, puis ils regardent qui sont les ministres, puis ils ont travaillé sur l'Observatoire de la culture, puis on a réussi à trouver un modèle qui impliquait l'Institut de la statistique du Québec, Mmh. qui lui était irréprochable. On ne pouvait pas lui dire il avait un penchant Il culturel. était neutre. C'est l'Institut de la statistique. Alors, on a créé l'Observatoire qui, encore aujourd'hui, dévoile chaque année comment ça va dans le domaine culturel, tout domaine confondu. Puis c'est encore commenté, c'est encore utilisé. Moi, je suis bien fière de ça. Mmh. Il y a eu aussi, bon, des travaux sur la grande bibliothèque Mmh. qui ont été importants. Je faisais le suivi du travail qui avait été fait par Louise Baudouin avant, puis je prenais la relève avec Lise Bissonnette. On a terminé ça. La diversité culturelle. Oui. Je prenais la relève de Louise Baudouin, qui, elle, continuait le dossier au niveau des relations internationales. Mais là, on était dans un enjeu majeur, un enjeu international. Ce qui est bien, c'est qu'à cause de la doctrine Gérin-Lajoie, on peut aller dans le monde en continuation des pouvoirs québécois. Pouvez-vous nous expliquer en 2 mots? La doctrine Gérin-Lajoie, c'est que dans les domaines de ses compétences, le Québec peut prendre la parole à l'international et agir. Alors, Louise Baudouin, sur je vais dire, un coup de gueule, avait dit à Sheila Copps qu'elle, elle voulait bien aller s'occuper de diversité culturelle, mais qu'elle n'irait pas sur un strapontin, qu'elle voulait prendre la parole officiellement, qu'elle n'irait pas juste En en figurante. figurante. Et elle l'a fait. Puis quand je suis arrivée à Culture et Communication, j'ai continué. Puis c'est un dossier extrêmement majeur, dont je m'étais occupée quand j'étais présidente du Conseil de la culture, parce qu'il y avait à l'époque toutes les discussions autour de l'AMI, qui était un accord multilatéral qui était en train de se mettre en place et que le Québec avait rejeté. Le Québec avait été le chef de file en Amérique pour rejeter cet accord-là et ça s'était fait en lien avec la France. Alors, j'ai continué les travaux à l'international. Ça c'est majeur. Ça a donné, finalement, ça a pris du temps, mais je crois que c'est en 2004 que ça a été signé, finalement. Mmh. Donc finalement, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, on en bénéficie ou ça redevient un danger? Ça redevient un danger à cause des nouveaux médias sociaux, à Voilà. cause des Facebook et tout. Donc, il faut renouveler cet accord, il faut le moderniser, il Mmh faut, mh. il faut le Mmh. contemporaniser, il faut qu'il corresponde aux nouvelles façons de communiquer la culture maintenant. C'est très important. Puis ça demande du Québec de redevenir un leader dans le domaine. Ouais. Mais Mmh. si on avait réussi à l'époque, c'est parce qu'il y avait une très forte alliance entre le ministère et les milieux culturels. À l'époque, Mmh. je pense que c'était Pierre Curzi qui était président de l'UDA, qui était dans le comité, et tout le monde travaillait de très près ensemble. Alors, il faut que cette alliance-là se renouvelle. Mmh. Alors monsieur Bouchard quitte la politique et monsieur Landry, prend les rênes du parti et là, il y a un remaniement ministériel et vous êtes nommé à la santé et aux services sociaux. Bon, vous nous avez dit que vous aviez, quand même touché à ce milieu-là quand vous étiez avant d'être en politique, mais quelle a été votre réaction à cette annonce? J'étais déçue. C'est dur. Puis comme je le dis, écoutez, c'était mon premier ministère, la culture, c'était ma vie. J'ai trouvé ça difficile. Je sais que les journalistes ont commenté ma grogne un peu, là, mais Mmh. on est des humains. Ben oui. Ça me faisait de la peine. En plus, j'avais des travaux sur la table. Mmh. Un des malheurs au Québec, c'est que les ministres de la Culture ne restent pas assez longtemps. Mmh. Il faut qu'ils restent un peu plus longtemps. Il y a des ministères où c'est stable, tu sais, puis la culture, ça change trop souvent. J'avais commencé les travaux sur la dénomination du Mont-Royal comme patrimoine national. Alors, site patrimonial et tout ça, c'est moi qui avais commencé les travaux là-dessus. Ça a été terminé par Diane Lemieux, mais c'est moi qui avais donné le coup d'envoi. Je voulais finir ça. L'argent qui rentrait au Conseil des arts et des lettres, je voulais finir ça. Mmh. J'avais le cœur brisé Ah oui. et tout à coup, j'ai découvert un univers extraordinaire. Parce que le ministre délégué à la santé et services sociaux, c'est pas un petit ministère. D'abord, du fait que j'avais été ministre, à plein pouvoir à la culture, lors du remaniement, j'ai dit à Bernard: «Monsieur Landry, je veux les pleins pouvoirs. Je veux le pouvoir de signature».
Au Québec, les journalistes disent ce n'est qu'un ministre délégué, ce n'est qu'une ministre déléguée. Il ou elle n'a pas de pouvoir de signature, n'a pas de pouvoir de décision. C'est faux! Ça dépend de l'entente qu'il y a entre le premier ministre et les ministres. Ah oui. Moi, je suis toujours allée chercher plein pouvoir. Pouvoir de signature, pouvoir de décision, pouvoir de gérer les dossiers moi-même. Bien sûr, il faut que tu t'entendes avec le collègue qui est officiellement au-dessus de toi. Mhm. Mais ça, c'est un mythe qu'il faut déboulonner. Puis il faut dire aux ministres délégués, quand ils sont nommés, allez chercher plein pouvoir. Je l'ai dit à des collègues qui m'ont remercié après. Ils disaient, va te chercher plein pouvoir. Alors là, j'ai découvert qu'il y avait plein de gens, la déficience intellectuelle, la déficience physique, les autistes, qui avaient désespérément besoin d'attention. Depuis un bout de temps, rappelons-nous, on sortait du déficit zéro. L'argent commençait à arriver à l'État. Donc, il fallait savoir où investir. J'étais plus que juste impliquée. Émotivement, j'étais impliquée auprès de la déficience intellectuelle parce que dans ma famille, j'ai un frère et une sœur qui tous deux sont déficients intellectuels. Alors, j'avais une grande sensibilité à ça. Alors, j'ai réussi à convaincre le gouvernement là, d'investir. J'étais la première à mettre des sous en autisme. Puis je rends grâce à Jean Charest qui, à l'époque, combattait là-dessus à l'Assemblée nationale quand il était dans l'opposition. C'était un de ses chevaux de bataille. Puis j'avais, à cause de ça, écouté attentivement. Puis j'étais allée investir là-dedans. C'était les débuts. On commençait à parler de l'autisme. Alors, vous avez en main le communiqué de presse concernant les investissements pour consolider les services d'interruption volontaire de grossesse. Je vous rappelle qu'à la dernière campagne électorale, le gouvernement s'était engagé à rendre ces services encore plus accessibles. En octobre 2001, vous annoncez un investissement pour rendre l'avortement plus accessible et consolider le service dans le réseau public. Vous disiez au quotidien Le Devoir, le 5 octobre 2001, que toutes les femmes n'arrivaient pas à recevoir des services actuellement et certaines devaient payer. Est-ce que l'accès à l'avortement a été compromis? L'accès à l'avortement n'existait à l'époque véritablement que dans les villes. Et beaucoup à Montréal, un peu à Québec, peut-être un petit peu à Sherbrooke, mais c'était très pauvre comme service. Alors, quand on a investi, je dis on parce qu'il y avait Rémy Trudel qui était ministre en titre à l'époque, on avait une discussion, il voulait que ce soit moi qui fasse l'annonce aussi. Quand on avait investi, on voulait investir dans les régions. Parce que imaginez-vous donc une jeune fille, mettons 16 ans, 17 ans, ses parents ne savent même pas qu'elle a couché avec un garçon, qu'elle a un ami, ses parents sont stricts, qu'elle parte de Matane ou de Rimouski pour s'en venir à Québec, se faire avorter, repartir. Il y a pendant des heures non seulement un drame personnel qui se vit, mais comment on fait ça pour cacher aux parents si elle ne veut pas le dire? Comment on fait ça pour la sortir de l'école cette journée-là? Qui l'accompagne? C'est épouvantable ce que ça mettait de pression sur des femmes qui, de toute façon, avaient déjà la pression de dire, bon, je me fais avorter, c'est quand même un choix, là, qui parfois, pas toujours, mais parfois et souvent est déchirant. Alors, on a investi, je me rappelle, en Abitibi, au Bas-Saint-Laurent. On a investi là où il y avait une demande, il y avait très, très peu de services. Pas du tout, même, pas du tout de services. Ça a créé d'ailleurs des réactions, même à mon caucus, où des gens se sont levés et ont dit, ben pourquoi on investit là-dedans? Alors, ma réponse a été très claire. Je me suis levée et j'ai dit, parce que c'est un engagement électoral. Point final, c'est tout. Oui. Il n'y a pas eu de discussion. Mais dans ce commentaire, j'avais senti qu'il y avait encore au Québec des réflexes religieux. L'autre chose, c'est que l'annonce, normalement, quand tu fais une annonce comme ça, tu vas à un endroit qui a une symbolique, qui a une signification, mais je n'ai pas pu la faire. Je l'ai faite dans mes bureaux du ministère de la Santé sur le chemin Sainte-Foy. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit au ministère que ça pourrait être dangereux pour le lieu où j'aurais fait l'annonce, parce qu'il y avait déjà de la violence envers les cliniques. Alors, j'ai été obligée de faire l'annonce dans mes bureaux pour protéger le personnel qui faisait des avortements. J'en reviens pas encore. Oui, ça, c'était les années 2000 quand même, là. C'est pas en 1950. Non, 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 c'était les années 2000. Et je sais qu'après, il y a eu une loi pour protéger les alentours des cliniques à cause de ça, mais moi, j'avais déjà vécu l'expérience et j'étais soufflée de ça. J'avoue que j'ai été, moi qui suis féministe de longue date, pour moi, l'avortement, c'est
c'est un problème réglé au Québec. Ça l'est. C'est l'accès qui n'est pas réglé, puis c'est qu'il faut toujours, faut se tenir, il faut protéger ce droit-là, cet acquis-là. Il peut être menacé n'importe quand. Mmh. Et vous attendiez pas à faire ça quand vous avez commencé votre mandat? Ça devait pas être un sujet qui était, à l'ordre du jour pour vous puisque vous pensiez que c'était acquis? Je m'attendais pas à investir là-dedans, mais j'étais fière. Parce que j'avais l'impression de prendre la relève de femmes qui avaient osé au Mmh. Québec Mmh. et de M. Morgan Taylor et des autres. Je me souviens aussi d'avoir travaillé de près avec le Centre de santé des femmes de Montréal, qui n'était pas dans le réseau de la santé, donc dans lequel normalement j'aurais pas investi. Mais j'ai voulu les protéger parce que c'est à Montréal, c'est elle qui avait le savoir-faire, c'est elle qui avait les relations, c'est en elle que les femmes avaient confiance. Ouais. C'est pas le réseau de la santé, mais c'est le réseau Mmh. des femmes. Alors, il fallait aussi investir là-bas. Fait que j'ai fait comme une petite case spéciale. Faut pas oublier que les ministres ont beaucoup de pouvoir. Ils peuvent faire des petites cases spéciales parce qu'il y a toujours des gens qui sortent de la case. Oui. Oui. En janvier 2002, vous intervenez aussi, auprès de la Régie régionale de la santé en Estrie, quand vous apprenez que la ligne de prévention du suicide ferme la nuit. Vous êtes intervenu dans un domaine que vous connaissiez bien ou peu? Peu, mais j'avoue que j'avais été soufflée parce que j'avais fait l'annonce de la ligne de prévention du suicide avant, puis on m'avait garanti qu'il était en fonction partout, qu'il n'y avait aucun problème. Imaginez-vous donc, je fais une entrevue là-dessus, je crois que c'était Enquête Radio-Canada, qui me prouve que ça ne fonctionne pas la nuit, à un endroit. J'étais choquée, j'étais fâchée parce que j'avais engagé ma parole. C'est important, Mmh. la parole d'un homme ou d'une femme politique, mais je l'avais engagée sur la foi des informations que j'avais reçues. Mais le journaliste a fait son travail, puis heureusement, on a réglé ça tout de suite. Mais j'étais très, très, très déçue. Le suicide, à l'époque, était quelque chose qui était très, très, très sujet de préoccupation. Je pense entre autres au Conseil des ministres. Je me souviens de discussions sur le taux de suicide chez les jeunes au Québec. Puis il y avait une cohorte qui était rendue vers les 30, 40 ans. C'est comme si ça suivait une cohorte OK. de jeunes. Puis là, je voyais la courbe, j'en avais parlé avec le ministère, ils disaient: «Oui, oui, vous avez raison, on suit une courbe ici là, qui se déplace avec le temps». Donc c'est rendu maintenant des gens qui ont 60 ans, 70 ans plus tard. Mais c'était le suicide chez les jeunes était un grand sujet de préoccupation. Je pense qu'on était deuxième au monde, ça n'avait pas de bon sens. Mmh. Ça, c'est particulier. J'avais reçu l'aide des médias qui avaient très bien compris. Aujourd'hui, c'est un fait accompli, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Il y avait eu un suicide très médiatisé. Mmh. Et il y avait eu une vague de suicides tout de suite après. Il y avait eu un pic de suicides juste après la médiatisation. Puis là, j'avais rencontré les gens des médias individuellement. Je n'avais pas fait une conférence de presse. J'étais allée les voir, puis je leur avais dit, je leur avais expliqué la situation. Je leur montrais la cour, puis je disais: «Regardez, il ne faut plus jamais faire ça. Il ne faut plus jamais faire ça». Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est compris qu'on fait attention quand on parle du suicide pour ne pas euh, que ça devienne un modèle. Oui. Puis même la phrase, c'est pas juste c'est pas un choix. Il faut vraiment en faire que ça ne vienne pas à être un choix. Oui. Mmh. Il faut qu'on puisse aider au bon moment. Mmh. Vous devez trouver ça, un peu difficile en ce moment de voir à quel point les ressources en santé mentale ont beaucoup baissé. Il faut savoir que je suis présidente, en ce moment, comme retraitée, je suis présidente de la fondation SAPSA. SAPSA, c'est la clinique d'infirmières autonomes en Basse-Ville qui s'est créée en coopérative de travail et Mmh. qui, je pense que la féministe en moi se retrouve dans ces Oui. filles-là, qui sont les premières infirmières qui ont créé une clinique publique où ce sont elles qui ont le contrôle, ce pas les médecins. Donc, je m'occupe d'elles, donc je discute beaucoup, beaucoup des soins aux plus vulnérables parce que c'est à ça qu'elles se consacrent en Mmh. Basse-Ville de Québec. Puis récemment, il y a un psychiatre qui s'est joint à l'équipe parce que itinérance, Et oui. problèmes physiques, santé mentale, toxicomanie, c'est tout lié Mmh. actuellement. Mmh. Donc, je suis ça de près à cause de ma présence auprès de la clinique SAPSA. Agnès Maltais, merci beaucoup pour ces entretiens. C'est moi qui vous remercie.